Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais corriger un exercice encore une fois sur les interférences avec des sources ponctuelles, O1, O2, dans un cadre d'ondes acoustiques par exemple ou d'ondes mécaniques. Donc comme d'habitude je vous invite à mettre pause, à bien lire l'énoncé, à essayer de le chercher par vous-même et seulement après à écouter ma correction. Voilà, donc j'attaque la correction. Donc on a deux sources ponctuelles O1, O2 situées sur un axe OX, symétriques l'un par rapport à l'autre. Donc ça veut dire que les deux distances ici sont égales et sont égales à petit a. Et elles émettent en tout point M de l'espace des ondes harmoniques synchrones. Synchrone, ça veut dire que la pulsation est la même. On a oméga et oméga ici. Donc on a la même pulsation pour nos deux ondes. De même amplitude, A0 ici et A0 ici. Mais par contre, de phases à l'origine un petit peu différentes, puisque pour la première, il n'y a pas de phase à l'origine, et pour la deuxième, il y a une petite phase à l'origine, petit phi. Donc dans un premier temps, on me demande de déterminer l'expression des ondes émises par O1 et O2 en tout point M de l'espace, S1 de MT et S2 de MT. Donc on sait que si on appelle donc soit M un point de l'espace quelconque, eh bien l'onde issue de O1, par exemple, pour commencer, va mettre un temps τ1 égale à O1M sur C pour atteindre M. Et donc, eh bien, on a la propriété que l'onde issue de O1, donc c'est-à-dire S1 au point M et à l'instant T, c'est la même que l'onde issue de O1, mais reçue avec un retard T moins τ1. Donc on en déduit que S1 de MT est égal à A0 cos oméga facteur de, et bien maintenant T moins τ1. Je substitue à la variable T moins τ1 ici. Je remplace T dans l'expression que j'ai de S1 de O1T par T moins τ1. Et ensuite, je peux développer cette expression. Ça me fait A0 cos oméga T moins oméga fois τ1. Mais τ1, c'est O1M sur C. Et si on pose K égale oméga sur C, eh bien on a que S1 de MT va être égal à A0 cos oméga T moins K O1M. Donc voilà ce qu'on obtient pour la première onde. On a le déphasage dû à la propagation. Donc ça, c'est le terme de déphasage dû à la propagation, finalement. C'est toujours un terme qui est toujours présent dans les ondes progressives. Et donc de même, si on le fait pour S2, eh bien S2 de MT, on va avoir la même chose avec τ2. Et donc on va se retrouver avec A0 cos oméga T moins K, cette fois-ci non pas O1M mais O2M. Et par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours le petit phi, qui est la phase à l'origine à l'émission, qui reste présente à réception au point M, évidemment. Il faut être vigilant avec ça. Donc une fois qu'on a fait ça, on nous dit que dans un premier temps, petit phi est considéré égal à 0. On demande la différence de marche géométrique en un point de l'axe OY. Donc on va reprendre tout simplement le schéma de la situation ici. Et donc on va prendre un point de l'axe OY. On a petit phi qui est égal à 0. C'est pour ça qu'on peut raisonner avec la différence de marche, puisqu'on n'a pas de différence de phase à l'émission. Et donc je vais prendre un point M situé sur l'axe OY, et je pense qu'il va être assez clair pour tout le monde que la distance O1M va être égale à O2M, puisque O1 et O2 sont symétriques, on a un triangle isocèle. Donc finalement, la différence de marche qu'on appelle O2M moins O1M, ou O1M moins O2M, c'est algébrique, est égale à 0. Quelle que soit la position de M appartenant à Y. Donc la différence de marche est toujours nulle. Donc les interférences, ici, comme les ondes sont en phase à l'émission, attention, si ce n'était pas le cas, il faudrait prendre en compte ce déphasage à l'émission. Donc comme les ondes sont en phase à l'émission et qu'elles ont parcouru la même distance, eh bien elles restent en phase en M, et donc on a évidemment des interférences constructives. Et si on faisait la somme des deux ondes, on trouverait une amplitude de 2 à 0. Voilà. Quelle que soit la position de M, du moment qu'il reste sur l'axe OY, évidemment.
On nous dit qu'ensuite on peut faire varier petit phi, la phase à l'origine à l'émission de l'onde issue du deuxième émetteur, et on nous demande quelle valeur faudrait-il choisir pour avoir des interférences destructives en tout point de l'axe OY. Donc ici, je pense que c'est pareil, ça va être assez intuitif, on va le faire quand même proprement. Donc calculons delta phi en m. Donc on a que delta phi, c'est égal à la phase instantanée de l'onde 2 en m à l'instant t, moins la phase instantanée de l'onde 1 à l'instant t. Ce que j'appelle les phases instantanées, c'est ce que vous avez dans les cosinus. Ici, phi 2 et phi 1. Et donc on se retrouve avec oméga t moins k O2m plus phi, moins oméga t moins k O1m, et il n'y a pas de plus phi. Et donc le oméga t, comme les ondes sont synchrones, se simplifie. Il va nous rester le k facteur de O1m moins O2m, ce qui revient au k delta de votre cours, plus petit phi. Donc en fait, ça fait k fois la différence de marche, plus petit phi. Et donc comme delta est égal à 0 sur l'axe OY, on se retrouve avec un déphasage qui vaut tout simplement petit phi. Et donc comme on nous demande la condition pour avoir des interférences destructives, on cherche à avoir delta phi qui est égal à pi, modulo de pi, pour avoir des interférences destructives, et donc on prend petit phi égal à pi. C'est assez intuitif, puisque ça veut dire que les ondes sont en opposition de phase à l'émission. Comme elles parcourent la même distance, elles restent en opposition de phase à réception, donc interférence destructive. Et dans ce cas, on a une amplitude qui est égale à 0. Donc voilà pour ces trois premières questions qui considéraient finalement un point M sur l'axe OY. Dans la suite, on va maintenant considérer le point M sur l'axe OX, et on nous demande de calculer la différence de marche géométrique en tout point de l'axe OX. Donc on va faire la même chose que ce qu'on a fait avant, sauf que cette fois-ci, on va mettre le point M sur l'axe OX. Alors il s'avère qu'on peut mettre le point M à deux endroits différents. Donc en cas 1, eh bien, je vais mettre M en dehors de l'axe du segment O1-O2. M qui n'appartient pas au segment O1-O2. Et dans ce cas-là, delta qui est égal à O1M moins O2M est égal, mais la distance pour aller de O1 à M, c'est tout simplement 2A plus X. A plus X, puisque X c'est la distance OM. Ici, la distance OM c'est égal à petit x, par définition, moins la distance O2M qui est égale à tout simplement x moins a. Puisque ici, vous avez petit a ici, et que x est la distance OM. Donc la différence de marche, c'est tout simplement, finalement, égal à 2a. Donc, ça fait a plus x moins x plus a, donc ça fait 2a, quel que soit m. Donc ça ne dépend pas de x. Donc dès lors que le point M est en dehors de l'axe du segment O1-O2, la différence de marche est égale à 2A et ne dépend pas de petit x. Maintenant, si le point M est à l'intérieur du segment, c'est un petit peu différent. Si vous prenez un point M à l'intérieur du segment, eh bien dans ce cas-là, vous avez que delta est égal toujours à O1M moins O2M. On pourrait calculer O2M moins O1M, c'est pas important, delta c'est algébrique, il ne faut pas avoir peur avec ça. Eh bien, on a toujours A plus X pour la distance pour aller de O1 à M. Ici A et ici petit x. Et par contre, on a A moins X maintenant pour O2M. Donc ça fait moins A moins X. Et donc cette fois-ci, on ne va plus avoir 2A, mais 2X. Donc on a deux expressions complètement différentes de cette différence de marche. Et on va avoir un phénomène différent, forcément. Donc maintenant qu'on a calculé ça, on nous demande d'en déduire l'amplitude de l'onde résultante, A de X. Donc on va tout simplement sommer comme on l'avait fait tout à l'heure. On somme S égale S1 plus S2. Ça fait donc A0 cos oméga t plus K O1M plus A0 cos oméga t moins K O2M plus petit phi. Je garde pour l'instant le petit phi pour bien vous montrer un petit peu qu'il est important. Dans la suite, évidemment, on nous disait de le prendre nul, donc je vais le poser nul dans la suite. Et donc,
je peux calculer ça. Je factorise par A0. J'utilise le fait que, comme dans un exercice précédent, on a cos P plus cos Q qui est égal à 2 cos P plus Q sur 2 cos P moins Q sur 2. Et je vais appeler P et Q, et bien tout simplement les arguments de mes cosinus. Et donc je vais me retrouver avec S de MT qui va être égal à 2 à 0, puisque j'ai factorisé par A0 et j'ai le 2 qui vient de la formule de trigonométrie. Le premier cosinus, je fais la somme des arguments. Il va me rester oméga t plus oméga t divisé par 2, donc oméga t. Et ensuite, je vais me retrouver avec moins k au 1m, moins k au 2m, plus phi divisé par 2. Donc ici, on va se retrouver avec ça. Cet argument-là est divisé par 2, alors je pourrais factoriser. Hop, ça me ferait moins k au 1m plus k au 2m moins phi sur 2. Et j'ai pas de place, mais c'est à la suite, un cosinus. Quand on fait la différence des arguments, cette fois-ci, les oméga t se simplifient. Il va rester k facteur de O2m moins O1m plus phi divisé par 2. Il ne faut pas oublier le diviser par 2. Et donc, en posant delta égale O2m moins O1m, eh bien on se retrouve avec le fait que S est égal à 2 à 0 cosinus k delta sur 2 plus phi sur 2. Voilà, cosinus oméga t moins k facteur de O1m plus O2m moins phi également sur 2. Donc maintenant, je peux remplacer que phi par 0. Donc vous voyez, il faut être vigilant. Hein. Si les ondes ne sont pas en phase à l'émission, il faut tenir compte de ce phi égale 0 et on ne peut pas directement raisonner uniquement avec la différence de marche géométrique puisque la présence du phi pourrait être problématique comme on l'a vu dans la première partie. Donc ça fait S égale 2 à 0 cos k delta sur 2. Donc il reste que ça. Cos oméga t moins k facteur de O1m plus O2m sur 2. Et donc on identifie l'amplitude. L'amplitude, c'est ce que j'ai devant mon cosinus qui dépend du temps. Donc l'amplitude, qui s'appelle A de x. Attention, c'est toujours positif, donc il ne faut pas oublier la valeur absolue. Ça fait 2 à 0, valeur absolue de cos k delta sur 2. Et donc ça dépend de l'expression de delta. Évidemment, on avait vu que delta, il a deux expressions différentes selon le cas. Soit on est dans le segment O1 ou 2, soit on n'y est pas. Et donc ça va dépendre de ce cas-là. Donc justement, que peut-on dire de cette amplitude en dehors du segment O1 ou 2 ? Eh bien en dehors, on a vu que on a delta qui est égal à 2a. Donc A de x est égal à 2 à 0, valeur absolue de cosinus k fois 2a sur 2, donc ka. Et donc l'amplitude est constante. Elle ne dépend pas de x. Donc voilà, on n'a pas de phénomène d'interférence. On peut déplacer m autant qu'on veut, on n'aura pas de variation. Donc pas d'interférence possible, elle ne dépend pas de x. Et ensuite, on aura le fait qu'elle est maximale si bien, la valeur absolue de cos k est égale à 1, c'est-à-dire si ka est égal à 0, modulo pi, donc est égal à 0 plus p fois pi avec p un entier relatif, qui ici serait un entier naturel, puisque évidemment on ne peut pas avoir une distance petit a négative. Voilà la condition pour obtenir une amplitude maximale. Maintenant, on n'a pas de dépendance en x, donc on ne peut pas avoir d'interférence constructive ou destructive en déplaçant le récepteur. Et maintenant, dans le segment O1, O2, eh bien, on a vu que delta était égal à 2x. Donc, pour la même raison que tout à l'heure, on a A de x qui est égal à 2 à 0, valeur absolue de cos, cette fois-ci, kx. Et donc, on me demande l'interfrange. Donc, l'interfrange, c'est l'écart entre deux maxima ou deux minima. Donc, on peut chercher les maxima de A.
Donc A est maximal si la valeur absolue du cosinus kx est égale à 1, c'est-à-dire si kx est égal à 0 modulo pi. Or, k c'est égal à 2pi sur lambda, donc ça fait 2pi sur lambda x qui doit être égal à 0 modulo pi, donc ça veut dire que x doit être égal à 0 modulo lambda sur 2. Donc on a xp qui est égal à p fois lambda sur 2, avec p cette fois-ci un entier relatif, qui sont tous les lieux d'interférence constructive, c'est-à-dire tous les lieux pour lesquels l'amplitude est maximale. Et donc l'interfrange, c'est rien d'autre que l'écart entre deux maxima consécutifs, donc xp plus 1 moins xp. Et donc ça va être égal à lambda sur 2. Voilà. Donc cette fois-ci, on a des interférences. On peut trouver des lieux d'interférence constructive et destructive en déplaçant le récepteur, et l'interfrange vaut exactement lambda sur 2. Donc voilà pour cet exercice dans lequel il y a pas mal de petites choses importantes à comprendre. Donc j'espère que ma correction a été claire, qu'elle vous a plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bonne journée!